Ah, on coupe les Le micro. micros? Oui, s'il vous plaît. Ok. Non, moi je te laisse là. Hello, hello, hello. Je sens que vous commencez à vous connecter sur les réseaux sociaux. Partagez l'émission. Faites-nous des cœurs, des likes, des émoticônes si vous êtes déjà connectés parmi nous, qu'on puisse savoir si vous nous entendez bien. Je vous invite vraiment à partager l'émission, des likes, des cœurs pour cette grande première, pour nous soutenir. On va laisser les gens intégrer le live, nous dire s'ils nous entendent bien, s'ils nous voient bien. Des likes, des salutations, vos commentaires, avant que je puisse vous présenter les invités du jour. Partagez, likez, partagez pour soutenir. Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que la connexion est bonne de votre côté? On attend vos commentaires. Bonjour Reded. J'attends que vous puissiez vous connecter. Bonjour Lydia Matondo. Ça fait plaisir. Merci pour votre soutien. Coucou Tracy. Partagez, partagez, likez, qu'on puisse voir les émoticônes là. Est-ce que le son est bon de votre côté? Est-ce que la connexion est bonne? Est-ce que vous nous entendez bien? C'est ce qui compte. Avant que je puisse vous présenter nos invités et la thématique, merci, merci. Des cœurs, des émoticônes, des likes pour nous donner cette force. Bonjour Anouarit, bonjour. J'espère que vous allez bien. Encore quelques minutes et puis on va démarrer. Hein. Bonjour Nayolo, bonjour Maman Lolo. Ça fait plaisir, vraiment bonjour. N'hésitez pas surtout à liker la page hein, si ce n'est pas déjà fait. Ça permettra que pour les prochains lives, vous soyez connectés à l'heure. Je vois que vous commencez à vous connecter. Merci pour vos cœurs, vos likes, vos salutations. On va faire des dédicaces là. Partagez dans des groupes, ça pourra aider des personnes qui se posent des questions. On a fait appel à des professionnels dans différents domaines. Partagez, partagez, partagez. Donnez-nous de la force. Est-ce que vous êtes connectés? Est-ce que vous nous voyez? Encore quelques minutes et puis on va démarrer cette première émission. Merci Tracy pour les partages. Merci pour cette force. Je vois.
Il n'y a pas assez de cœur, de like, de partage. Partagez pour soutenir, partagez. Des likes, des cœurs, des commentaires, des salutations. Invitez des amis. Voilà, je vois vos connexions, je les vois. On va bientôt démarrer ce live. Beaucoup l'attendaient. Ah, ça y est, je commence à voir votre force arriver. Bonjour Daniel Ngosoa, merci. Tu m'avais dit que tu serais présent et tu as honoré ta présence. Merci beaucoup. Mes salutations, merci pour cette force que vous nous donnez, ça fait du bien. On est dans un temps compliqué, mais j'ose croire que vous allez un peu nous redonner un peu de la joie, de la force, un échange constructif. Des likes, des cœurs, des salutations. J'attends encore quelques minutes avant de vous présenter mes invités du jour. Donc vraiment, dites-nous si le son est bon, dites-nous si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien. On a vraiment besoin voilà, de votre force. Et vraiment, soyez indulgents avec nous. C'est notre première, premier live. En plus, le challenge, la complexité, c'est que j'ai plusieurs invités en même temps que je vais vous présenter. Bon, je pense qu'on va démarrer. Le suspense a assez duré. Mais vous pourrez continuer à partager tout au long de l'émission. Le son, ça va? Vous nous entendez? Des cœurs, des pouces, si vous nous entendez bien. Ça me permettra de démarrer et de lancer la thématique du jour. Mes salutations, Nathalie Rémonus. Merci vraiment d'avoir honoré ta présence. Tu m'avais dit que tu serais présente. Un grand merci. Alors, place à la présentation de l'émission. Donc, bienvenue dans votre nouvelle émission, Instant H. Donc, je suis la présentatrice, Miss Huguette. On me connaissait dans d'autres émissions et aujourd'hui, j'en lance une nouvelle. Donc, ici, on parlera de société, d'actualité, de faits divers. Voilà, on a voulu vraiment vous donner la parole. Ce sera sous forme d'échange, de débat pour apprendre, comprendre, partager, échanger. Voilà, des conversations, des débats constructifs. Et c'est vrai que dans ce temps de confinement, on ne pouvait pas passer sans parler de ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Donc, moi, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver. Ça faisait un petit moment que je m'étais un peu déconnectée. Voilà, suite au confinement, on est tous restés chez nous. Et ça permet justement de réfléchir sur des projets. Et aujourd'hui, justement, je reviens avec ce nouveau projet qui, j'espère, va vous intéresser, vous édifier. Et puis, il y a vraiment pas mal de choses qui se feront aussi tout au long de l'année, mais ce sera grâce à vous, bien sûr, parce que c'est vous qui nous donnez cette force, c'est vous qui nous aidez à faire cette émission. Donc, je vous invite vraiment à ceux qui viennent de nous rejoindre, liker, saluer, partager, poser des questions. Dès à présent, vous pouvez poser des questions. Vous regardez l'affiche, je vais vous représenter les 4 invités que j'ai ce soir en grande première sur le plateau. Et voilà. Donc, pourquoi j'ai choisi cette thématique? Certaines personnes me demandent, est-ce qu'on va parler que de confinement? Non, le confinement passera, le confinement va passer, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voulait en parler. Donc, dans cette période mouvementée, voilà, nous avons voulu quand même parler de cette pandémie parce qu'on reçoit pas mal d'informations aujourd'hui. Tout le monde est devenu journaliste, tout le monde nous envoie des informations et beaucoup de fake news, faut se le dire aussi. Beaucoup trop d'informations, même l'État, on met les masques, on met pas les masques, on va à l'école, on va pas à l'école. Donc aujourd'hui, nous, on a fait le choix d'inviter 4 personnes de 4 domaines de cette vie sociale qui pourront nous dire les réalités de ce qui se passe dans leur domaine d'activité, leur secteur à eux. Et avant de commencer cette émission, je voulais quand même
avoir une grosse pensée pour toutes les personnes que nous connaissons qui nous ont quittés trop tôt à cause de cette maladie, les personnes que nous connaissons de près ou de loin, et toutes les personnes qui sont actuellement encore toujours malades sur des lits d'hôpitaux ou chez eux. Vraiment, nos pensées et nos prières vous accompagnent. Merci vraiment à toutes vos salutations, Cristal Vera, Senga Pamela. On va continuer à vous saluer parce que vous nous accompagnez pour cette grande première. Je tenais à dédicacer cette première émission à une grande dame que j'ai connue, une dame très combative, une dame qui a milité dans plusieurs associations, une dame au grand cœur, une femme engagée qui est partie beaucoup trop tôt la semaine dernière, mais j'ose le croire qu'elle a pu accomplir sa mission. Et voilà, beaucoup la connaissent. Il s'agit de Patricia Iketebi, qui est partie de cette maladie. Donc, vraiment, mes condoléances à toute sa famille de sang, mais aussi à sa famille de cœur que nous sommes tous. Et puis, mes condoléances à toutes les personnes qui ont perdu un proche. Donc, pour démarrer cette émission, donc, on veut parler de cette pandémie. Moi, je ne suis pas seule, je ne serai jamais seule sur le plateau normalement. J'aurai toujours des invités. Donc, dans cette période mouvementée que nous vivons, cette pandémie, ce virus qui est le Covid-19, il faut se le dire, ça a changé les vies, ça a changé nos vies, ça a changé tout notre système de vie. Et ce confinement nous a imposé, en fait, à rester chez nous. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'échanger avec les personnes que j'ai invitées sur leur regard face à ce confinement. Donc, sans plus tarder, moi, je vais les mettre en visu. Est-ce que vous les voyez ? Des cœurs, des likes, hein. La technique, je fais et l'animation et la technique. Donc, double challenge et lire vos messages. Alors, aujourd'hui, j'ai 4 invités. Est-ce que vous arrivez à voir mes 4 invités? Je vais vous les présenter dans l'ordre de passage. Je vais débloquer leur micro pour qu'ils puissent vous saluer d'abord. Et puis après, on passera dans l'ordre que nous avons convenu en off avec eux. Donc, si vous pouvez aussi chez vous, chers invités, débloquer vos micros. Moi, normalement, je l'ai fait. OK. Voilà. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, merci. Ça va. Super. Alors, aujourd'hui, nous avons sur le plateau, alors je tiens vraiment à vous remercier du temps que vous nous accordez, parce qu'on pense que pendant le confinement, on fait rien. Non, il y a des gens qui bossent, il y a des gens qui prient, il y a des gens qui ont toute une organisation encore qui continue, il y a des gens qui travaillent. Et donc, je tenais à vous remercier. Je vais commencer par Mimi, Madame Mimi Mompoussa, qui est cadre hospitalier. Si elle peut détailler vraiment sa casquette très rapidement, parce qu'elle a plusieurs casquettes. Alors, je ne rentrerai pas totalement en détail puisque ce soir, bien que cadre à l'hôpital, je vis en mon nom propre. Et je suis effectivement cadre de santé et responsable d'une structure sanitaire. Très bien. Ensuite, merci. On va poursuivre avec le seul homme sur le plateau. Il s'agit du pasteur Emmanuel Dicot. Bonsoir, pasteur Emmanuel. Bonsoir, mesdames, et bonsoir à tous. Merci beaucoup de nous faire l'honneur d'être sur le plateau. Est-ce que, très rapidement, vous pouvez nous dire le nom de votre assemblée et où est-ce que c'est? Oui, tout à fait. Donc, moi, je suis le pasteur Emmanuel Dicot de l'église en sigle CVF, c'est-à-dire la Cité des Vainqueurs par la foi. Nous sommes dans le 91, à Savigny-sur-Orge, c'est à côté de chez toi. Voilà, on est derrière l'aéroport d'Orly. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas bien la région d'Île-de-France. On sait que l'aéroport est fermé. Voilà, je suis un jeune pasteur. Je suis dans le ministère à plein temps. Et le ministère avance bien. Et on est bien dans le 91. Très bien. Bon, on poursuivra tout au long de l'émission. On va poursuivre avec une dame qui est cachée derrière ses lunettes. Très discrète, mais derrière, il y a un bon bagage. Hein. On a travaillé tout ça. Madame Mina, qui est responsable cadre à la SNCF, est-ce qu'elle peut détailler un peu plus son titre? Oui, bonsoir à tous. Alors, très brièvement, mon travail quotidien consiste à transmettre les informations lors de situations perturbées aux différents acteurs, donc aussi bien aux chefs de bord qu'aux chefs d'escale, donc les personnes que vous pouvez rencontrer au sein des différentes gares. Et du coup communiquer la moindre petite information en temps réel pour que vous, en tant qu'utilisateur, passager, voyageur, vous puissiez avoir toutes les informations nécessaires
avant votre voyage, pendant votre voyage, mais surtout après votre voyage, en anticipant un maximum. Voilà. Très, très bien pour cette mini présentation. On va développer ça au cours de l'émission. Et pour conclure, on va conclure avec Maman Mireille Ntimba, qui est agent d'escale à l'aéroport. Je vais lui laisser aussi se présenter. Ok, ben, bonsoir à tous. Moi, c'est Mireille Ntimba. Je suis agent d'escale pour la compagnie American Airlines à Paris et à Roissy-Charles de Gaulle. Très bien. Bon, je sais que tu fais encore tout plein de choses. On pourra développer ça aussi tout au long de l'émission pour conclure. Donc, moi, ce que je vais faire là, j'ai le sentiment de bien vous entendre. Je ne sais pas si vous les entendez bien, des likes, des cœurs, des émoticônes. Qu'est-ce qui vous conviendrait le mieux? Est-ce que, selon vous, on peut rester tous en ligne, connectés, et on donne la parole dans l'ordre de passage que nous avons convenu, ou on laisse une seule personne? On peut rester connecté, on essaye? Allez, Oui. c'est parti. Pourquoi pas? Très bien. Donc, je vais demander à tous les autres invités, sauf Maman Mimi, mon poussa, Maman Mimi, je vais l'appeler, de bloquer vos micros, s'il vous plaît, de façon à ce que les auditeurs qui nous suivent via Facebook et toutes les autres applications puissent vraiment entendre deux personnes. Merci beaucoup. Mais vous pourrez, n'hésitez pas à réagir, à écrire. Je vois le pasteur Nicole qui écrit, super, Monsieur Guette, très belle. Un grand merci à mon pasteur. Et vraiment, je vous invite à partager l'émission. Alors, on va commencer par Maman Mimi. Maman Mimi, lorsque j'ai annoncé, j'ai mis l'affiche, il y a eu plein de réactions, j'ai plein de questions. Voilà, on a plein d'informations, mais on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Et on voudrait vraiment avoir aussi, on voudrait sentir en fait aussi la température, qu'on nous dise les choses comme elles sont. Donc, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais on voudrait… Voilà, tu puisses un peu nous répondre. Aujourd'hui, on a vu Édouard Philippe, le Premier ministre, qui a intervenu hier et qui nous a donné un peu les règles qui vont se passer pour le 11 mai, date du déconfinement général. Mais voilà, aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a eu vraiment un grand relâchement. Et on voudrait savoir, après ce 11 mai, qu'est-ce qui va se passer réellement en France? Quand on dit aux gens comme ça, c'est bon, vous allez ressortir, les gens voient ça comme une liberté, on va aller tous dehors. Est-ce que toi, tu peux nous dire vraiment les réalités qui se passent parce que tu es là-bas? Je t'ai vu écrire, j'ai discuté avec toi et je sens que vous êtes aussi très fatigué, le personnel soignant. Donc, c'est bien qu'on vous applaudisse à 20 heures chaque soir. C'est bien que tout le monde vous remercie pour le grand travail que vous faites. Mais si derrière nous, on ne fait pas les choses comme il faut, je pense que voilà, je voudrais vraiment que tu nous dises les choses. Comment ça se passe dans la réalité, toi qui es vraiment au fond? Alors, la réalité terrain, Miss Huguette, c'est effectivement beaucoup de fatigue pour les professionnels de santé, une fatigue que ne saura pas effacer les applaudissements, même s'ils sont très chaleureux, on les perçoit, on les reçoit en plein cœur. Mais c'est une fatigue parce que l'hôpital était déjà en difficulté bien avant le coronavirus. Et donc, les professionnels puisent dans leurs ressources pour pouvoir faire face à cette situation. Donc, la réalité de terrain, c'est des morts qu'on réalise que le 11 mai, c'est une date de début de déconfinement. Mais le 11 mai ne marque pas la fin du virus. J'ai l'impression que certaines personnes se disent c'est chouette, le 11 mai, tout va mieux, on retrouve notre vie d'avant. En fait, j'ai envie de dire qu'il y aura avant le coronavirus et après le coronavirus. Donc, les choses ne reprendront pas leur place comme avant. Je suis un petit peu désolée de je ne veux pas paraître pessimiste, mais je veux surtout dire que si aujourd'hui, on a une deuxième vague très rapidement, moi, je vois personnellement, puisque je gère des équipes de soins, je gère une structure avec des patients, avec des professionnels de santé. J'ai vu vraiment beaucoup de solidarité, beaucoup d'élan, beaucoup de dévotion de la part des équipes. Mais vous savez, on ne peut pas tirer la corde, à force de la tirer, elle va se rompre. Et les équipes font vraiment ce qu'elles peuvent. Et le drame, c'est que ces équipes-là
beaucoup de professionnels, on a perdu beaucoup de professionnels, beaucoup de morts parmi les professionnels. Donc, une atteinte physique des professionnels jusqu'à la mort, mais je pense une atteinte psychologique également, notamment en réanimation, où on n'est pas habitué. On est dans les soins, on sait que la mort fait partie de notre travail, mais on n'est pas habitué à avoir autant de morts en si peu de temps. Et c'est un petit peu parfois ce sentiment d'impuissance. Et puis, c'est un virus qui nous prend de plein fouet. C'est un virus inconnu. On a à peine 4 mois de recul sur ce virus. Au début, on a pu dire, bon, c'est qu'une grippe. Non, il ne s'agit pas juste d'une grippe. Effectivement, la grippe, c'est une maladie rare, hein, même si maintenant on la connaît, on vit avec. Chaque année, il y a une petite mutation du virus. Mais le coronavirus n'est pas juste une grippe. Et il va falloir vivre avec pendant un certain temps. Donc, les mesures barrières vont être à maintenir à vie, en fait. Donc, justement, par rapport à ce confinement que nous avons vécu, pour certains, on l'a bien compris, c'était pour diminuer la circulation du virus, hein, cette propagation, cette transmission. On voit que des gens ont été très légers aussi dessus, hélas. On profitait pour trop sortir, on voit vraiment un relâchement. Mais moi, ce que je voudrais savoir justement face à ce relâchement et ce déconfinement à partir du 11 mai, est-ce qu'il y a un réel risque de deuxième vague de virus et qui peut se créer? Le risque est réel, hein. On a pu voir l'efficacité du confinement. Donc, si on déconfine et que les mesures ne sont pas prises correctement, il y aura une deuxième vague. Mais ma crainte, c'est de savoir quelle équipe on aura en face. Est-ce qu'au niveau du matériel, on en aura assez? Parce qu'on reste quand même sur des stocks assez restreints. On a des masques, effectivement, mais on est en pénurie de blouses. On est en stock restreint sur les embouts tympaniques, certains traitements en réanimation. On reste vigilant là-dessus aussi. Oui. Donc, il y aura une deuxième vague, malheureusement, si les personnes ne respectent pas les gestes barrières. Ces gestes-là ne sont pas mis en place pour embêter. Au contraire, c'est se dire, si je respecte les gestes barrières, je sauve des vies et je sauve même la mienne. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde, ce virus, on ne le connaît pas. On le connaît très, très mal. On avait dit que les enfants ne sont pas tous, ne développent pas de forme grave, mais on a eu quand même quelques enfants en réanimation. Donc, pour moi, ce virus doit nous rendre modestes. Tant qu'on ne sait pas, on ne peut pas affirmer des choses. Donc, pour moi, on doit toujours faire la balance bénéfice-risque. Et là, les risques sont trop nombreux pour se relâcher. Mais en même temps, il y a aussi les raisons économiques qui font qu'on ne peut pas vivre confiné à vie. Les enfants ont effectivement besoin de retourner à l'école. Mais dans quelles conditions? C'est surtout toutes ces conditions de sécurité qui doivent prévaloir. Certains se disent, le virus, j'ai pas besoin de mettre le masque. Si, il faut mettre le masque. Parce qu'on a pu observer que, alors, pour que les gens puissent bien comprendre, la transmission se fait par des gouttelettes qui sont dans les postillons. Oui. Ces gouttelettes peuvent rester dans l'air. Alors, je ne pourrais pas vous dire combien de temps, mais une personne qui vient de postillonner dans le métro, vous rentrez 2 secondes après, les gouttelettes sont encore dans l'air. Si vous ne prenez pas cette précaution d'avoir le masque, vous serez contaminé. Et les gouttelettes peuvent, quand on éternue, on peut éternuer sur la chaise du métro, on peut éternuer sur une barrière, sur une barre de métro. Mais ces gouttelettes restent sur le métal quelques jours. Donc, s'il n'y a pas un bio-nettoyage correct par la suite, c'est très compliqué. C'est pour ça que vraiment, on invite à faire les gestes barrières de façon très précautionneuse. Et d'ailleurs, j'invite les gens à regarder les tutos pour le lavage des mains.
Parce qu'on peut dire lavage des mains, mais lorsque le lavage des mains n'est pas efficace, il ne sert à rien. Donc, il y a vraiment tout ça à respecter. Rester chez soi, parce que le 11 mai, on ouvre, mais et je voudrais vraiment dire aux gens, s'il n'y a pas besoin de sortir, ne sortez pas. Ou alors, sortez sur des temps juste pour aller faire un tour, s'aérer, mais c'est pas le moment de faire des barbecues parce qu'il commence à faire beau. J'ai été scandalisée il y a 2 jours, j'ai entendu que mes compatriotes du Congo se sont mis à faire des terrains. On ne se rend pas compte des risques et quand on compte le nombre de morts en se disant non, le coronavirus, nous avec notre peau, ça nous attrape pas. Donc il y avait vraiment des fake news. Il faut vraiment arrêter. Le virus ne fait pas de différence de couleur. Le virus il n'a pas de frontières. Donc, il n'y a pas de Chinois, il n'y a pas de Blanc, il n'y a pas de Noirs. Le virus attaque tout le monde, aussi bien des personnes âgées que des enfants, que des personnes en bonne santé. Donc, j'ai des questions qui arrivent pour la gestion du temps et pouvoir donner la parole aux autres. Donc, il y a Tracy qui demande, pensez-vous qu'au niveau sanitaire, le déconfinement est trop précipité? On posera aussi cette question à d'autres. Cette question, pour moi, renvoie à la responsabilité personnelle. Si chaque personne respecte bien les gestes barrières et si nous sommes équipés en masque, s'il y a le matériel, non, ce n'est pas précipité. Mais moi, ce que j'estime un peu précipité, c'est par rapport à la reprise d'école pour les enfants. Justement, parce que les enfants ne sont pas suffisamment. Il y a Sokwana qui pense ne pas, excuse-moi de te couper la parole, Sokwana qui pense garder son fils à la maison jusqu'à la rentrée prochaine de septembre. Voilà, elle pense que le risque est encore trop frais. Alors, si tu peux rebondir dessus. Ce que je pense, effectivement, moi, je partage la même opinion. Après, il y a des parents qui ne pourront pas faire autrement parce qu'il faut se rendre compte aussi que il y a des réalités financières. Beaucoup de familles commencent à se poser la question de savoir comment on va manger demain. Est-ce que je vais pouvoir nourrir mes enfants? Donc, il faut trouver le juste milieu. Mais on ne peut pas mettre les enfants à l'école, sachant que les enfants ne savent pas se laver les mains. Donc, il faut une éducation préalable. Bien éduquer les enfants au lavage des mains, qu'il y ait des masques pour ceux qui pourront. Et sachant que même pour les masques, j'ai vu les gens porter des masques au niveau du cou. On ne peut pas. Un masque, lorsqu'il est mis, on ne le touche plus. Parce que quand il y a des postillons, ils viennent sur votre masque. Et si avec votre main, vous touchez le devant de votre masque, vous vous auto-contaminez. Donc, un masque, par exemple, pour les enfants, il faudra qu'ils aillent à l'école avec 2 masques. Un masque et un sac pour le masque sale. À midi, au moment où ils enlèvent le masque, ils ne peuvent pas remettre le même masque. Un masque, lorsqu'il se met, il ne se touche plus jusqu'à ce qu'il enlève. Il soit enlevé. Justement, en parlant des masques, tu nous parles de masques, on nous parle de masques, on nous dit que les masques vont être obligatoires, on en parlera dans les différents lieux, cadres, mais où sont ces masques en fait actuellement? Ils sont où les masques? Parce qu'on va en pharmacie, ils ne veulent pas nous en vendre. That is the question. C'est pour ça que… Nos familles qui travaillent à l'hôpital, ils ne peuvent pas nous en donner. En pharmacie, ils ne peuvent pas nous en donner. Justement, à l'hôpital, on a des masques pour l'hôpital et ce n'est pas pour l'extérieur parce que même à l'hôpital. Est-ce que tu en as assez pour ton personnel? Les masques, on a eu le renfort de l'armée qui nous aide au niveau logistique. Donc, on est livré par l'armée. Et la livraison est faite avec la signature du responsable de structure qui planque les masques dans son bureau, fermé à double tour, parce que moi, personnellement, j'ai eu des vols de masques dans ma structure. Et donc, on remet les masques sous clé, sous surveillance, c'est quelque chose de… Voilà. Et c'est donné vraiment en quantité limitée? Chaque professionnel, il y a une dotation pour chaque professionnel. C'est 4 heures d'utilisation pour chaque professionnel. Donc, je remets aux agents de mon équipe, s'ils travaillent en 7h30, je leur mets 2 masques. Parce que ça doit être changé tous les 4 heures. Donc, là maintenant,
ça va être des masques, mais des masques tissus lavables, mais tous les masques tissus ne sont pas aux normes AFNOR. Donc, il ne faut pas se dire parce que j'ai mon masque, je suis totalement protégée. Non. J'ai mon masque. Le masque permet en fait d'éviter, lorsque vous crachez, de poustillonner partout. Avant de donner la parole aux autres, je voudrais savoir, parce qu'on parle de masques, tu nous invites à mettre des masques pour nos enfants, pour ceux qui auront fait le souhait de les remettre à l'école. Mais ceux qui sont très jeunes, comme des enfants de 3 ans, c'est très difficile de leur mettre des masques. C'est très difficile. Moi, j'ai essayé avec mon petit qui a 8 ans. Au bout d'une demi-heure, il le retirait, je lui dis remettre, il mettait la main devant. C'est difficile à gérer pour les petits. Mais en même temps, c'est très important. Je vois même les professionnels de santé. Moi, j'ai ramené le virus à la maison. J'ai infecté mes enfants. J'ai infecté mon petit qui a 8 ans. C'est pour ça que quand on me dit le virus n'atteint pas les petits, moi, j'ai eu mon petit qui a dormi 4 jours d'affilée. Il se réveillait 20 minutes, il refermait les yeux. Donc, tout le monde peut être affecté. Mais les parents, il faut qu'on soit vraiment vigilants, surtout les professionnels de santé. Moi, je l'ai infecté comment? C'est en l'embrassant. Il savait qu'il n'y avait plus droit au câlin, mais sauf qu'à un moment, le petit a craqué et je l'ai pris dans mes bras. Et c'est comme ça que j'ai contaminé mon enfant. Donc, il faut vraiment qu'on soit vigilant. D'accord. Et je pense que tout à l'après-confinement, ça va être aussi beaucoup de choses à régler entre le gouvernement et les hôpitaux. D'accord. On a été nombreux à être infectés de près, de loin, par nos proches, etc. Et ce retour au déconfinement, est-ce que pour la reprise du travail, est-ce qu'il y a déjà, comment dire, concernant l'immunité en fait, est-ce qu'on est immunisé? Est-ce qu'il y a un temps d'immunité? Est-ce qu'en retournant au travail, on a un risque de contaminer nos collègues? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à ça? Pour qu'on puisse vraiment parler d'une immunité généralisée, il faut que beaucoup de personnes aient été en contact avec le virus. C'est pour ça qu'il faut qu'on balance vraiment. On ne peut pas rester confiné complètement très longtemps parce qu'il faut qu'on fasse, qu'on puisse être face au virus pour pouvoir développer l'immunité. Mais en même temps, là, l'urgence, c'était surtout que tout le monde n'arrive pas aux urgences ou en réanimation en même temps parce qu'on n'aurait pas eu suffisamment de lits et on aurait eu des décisions difficiles à prendre de réanimation. Et ça, humainement, c'est traumatisant pour les professionnels de santé. Très bien. En tout cas, je sais que tu as des obligations aussi à côté et on tenait aussi à donner la parole aux autres parce que ça va durer environ 1 heure pour cette première émission. Moi, je tiens à te remercier. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions te concernant. Je sais qu'il y en a plein, hein, mais on doit aussi permettre aux autres de s'exprimer. Je vois qu'on a perdu le seul homme du plateau, Monsieur Pasteur, le pasteur Emmanuel Dicot, mais j'ose croire qu'il va se reconnecter dans quelques instants. Avant de nous séparer, qu'est-ce que tu préconises? Qu'est-ce que tu nous conseilles? Est-ce qu'on doit aller se faire dépister avant de reprendre le travail? Et si on est dépisté, quelle est la marche à suivre? Est-ce qu'on doit s'isoler de notre famille? Est-ce qu'on doit faire ce confinement à la maison, à l'hôpital? Quels sont les conseils que tu nous donnes, les mesures barrières à rappeler avant de donner la parole aux autres? Alors, ce que je rappelle, c'est que la transmission, elle se fait par le nez, par la bouche, par les yeux, elle se fait par les mains. Donc, les gestes barrières, le lavage des mains, restez chez vous autant que vous pouvez, toussez dans le coude, évitez de se toucher le visage, la distanciation sociale, le port du masque, aérez régulièrement la pièce où vous vous trouvez. Comme je disais, les gouttelettes, elles peuvent stagner dans l'air longtemps. C'est pour ça qu'il faut porter des masques. Et ce que j'ai surtout envie de dire, c'est que soyez prudents parce que
je ne suis pas certaine que actuellement l'hôpital, que l'hôpital soit en mesure de faire face à une deuxième vague. Avant le confinement, avant le coronavirus, 1200 médecins avaient démissionné pour alerter sur la situation de l'hôpital en France actuellement. Donc, on veut bien être applaudi, on veut bien avoir la cerise sur le gâteau en tant que professionnel de santé. On nous a promis 1 500 €. Pour moi, avant d'avoir une cerise sur un gâteau, il faut avoir un gâteau. Et ce que les professionnels de santé demandent, c'est le minimum, c'est de la farine pour faire le gâteau, on pourra poser la cerise. Très bien. Et cette page de l'histoire, pour moi, ça nous permet de voir qu'il n'y a pas de frontières et que les politiques de santé publique doivent être vraiment internationales, parce qu'un virus, ça se promène partout. Le corona passera, mais il y aura d'autres pandémies. Donc, moi, je retiens dans cette affaire la solidarité qu'on a pu voir au niveau international et de proximité. Et j'espère qu'on va garder toute cette solidarité. En tout cas, très bien, le message est passé. Un grand merci, Madame Mimi. Un grand merci. Merci à vous. N'hésitez pas à réagir, à partager, à revenir sur le live pour répondre aux questions de tous nos auditeurs et nos auditrices. Et de toute façon, on se reverra très bientôt. On aura toujours besoin de cette partie médicale, mais je vois aussi beaucoup de personnels soignants qui ont réagi. Je vois Rufine qui travaille au bloc opératoire et j'espère qu'elle viendra aussi pour la prochaine thématique, apporter aussi sa touche. Un grand merci, Madame Mimi. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir. Donc voilà, je déconnecte Madame Mimi parce qu'elle a des obligations. Un grand merci. Donc nous restons à 4. Ça va? Vous avez pu comprendre, saisir tout ce qu'elle a voulu nous dire? Vous êtes d'accord? Très intéressant. Très intéressant. Superbe. Pour la personne qui vient de parler, il s'agit du pasteur, je vais remettre son nom, Emmanuel Dicot, donc qui est visionnaire, conducteur d'une assemblée religieuse, une église très particulièrement. Je viens aussi vers lui avec de nombreuses questions de nos auditeurs, nos auditrices. Et bon, on va essayer d'y aller rapidement parce que le temps avance, mais je crois qu'on va y arriver. Alors, pasteur Dicot, beaucoup de gens se posent beaucoup de questions face au confinement, concernant l'Église et le confinement. Donc, le confinement avait déjà démarré en Chine, et puis après, c'est venu progressivement en France. Et bon, on entendait, je pense, parler de ce virus, mais en tout cas, nous, on n'avait pas encore pris de mesures. Les gens allaient au travail, les gens allaient à leurs nombreuses activités, allaient à l'église. Puis, voilà, le chef de l'État est intervenu, je crois que c'était le 17 mars, en imposant ce confinement. Ça a commencé par les écoles et puis s'en est suivi juste après le confinement total pour tout le monde. La foi, c'est quand même quelque chose où beaucoup se rattachent, peu importe leur religion. Mais voilà, on a tous été imposés de rester chez nous. Nous, on voudrait connaître, sentir un peu l'atmosphère en termes d'église. Vous, votre église, comment avez-vous vécu en tant que conducteur d'église, en fait, cette annonce du confinement? Alors, disons que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'église, en tant que telle, opère sur deux dimensions. On opère sur la dimension spirituelle, on opère aussi sur la dimension, on va dire, sociale et séculière. D'accord? Et donc, à partir de là, il faut maintenant faire la part des choses. Le confinement, effectivement, il est séculaire, nous le subissons tous, mais il faut faire comprendre au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu qui me suivent, et même ceux qui sont pas croyants ni pratiquants, oui, c'est que le Seigneur Jésus le dit très clairement, il nous dit, on est dans le monde, même si on n'est pas du monde. Être chrétien, ça ne veut pas dire qu'on ne subit pas les événements des temps et des circonstances, même si c'est Dieu qui les contrôle. Et ça, c'est vrai. Et également aussi, en tant qu'institution divine sur cette terre, régie par les hommes, parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que Dieu fonctionne sur la base de sa parole. Il a placé sa parole au-dessus de son nom. Et moi, je suis enseignant de la parole et des fois, je m'efforce un petit peu de ne pas être trop technique pour que tout le monde puisse me comprendre. Je sais qu'il est un peu ouvert. Donc, je vais expliquer ceci. La Bible explique ceci, c'est que le ciel appartient à l'Éternel et la terre appartient aux hommes. En d'autres termes, les hommes sont responsables de ce qui se passe sur la terre. Et c'est logique
Parce que Jésus lui-même lui dit qu'il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et la Bible est très cohérente avec elle-même, en fait. Elle nous explique très clairement que nous sommes dans ce monde, nous devons suivre aussi ce que les autorités de ce monde nous disent. Même si nous sommes régis par une autorité qui est supérieure, mais on ne peut pas rentrer en opposition ni en rébellion avec ce qui est là. C'est pour ça que j'ai cité un texte de l'Ancien, j'ai cité un texte des Évangiles, et je prends aussi un autre texte au niveau des Épîtres, quand l'apôtre Paul nous dit qu'il faut prier pour les autorités et ceux qui sont élevés en dignité pour qu'on puisse mener une vie, on va dire, paisible et épanouie au niveau des règles, au niveau social. Donc, en d'autres termes, ce n'est pas étonnant pour nous en tant qu'Église. Moi, en tout cas, en tant que pasteur, je le comprends tout à fait. On opère sur 2 dimensions. Et donc, dans la dimension humaine, un peu comme Jésus avait dit à Pilate, il dit que l'autorité civile militaire a été donnée aux hommes. C'est pour ça que Jésus pouvait être arrêté militairement. Mais il fonctionne sur une autorité supérieure qui est celle qui est spirituelle, en gros. Donc, il faut vraiment avoir à l'esprit ces deux diapasons. Voilà, je veux dire ça plutôt. Mes chers auditeurs, je vous invite à continuer à liker, partager des émoticônes, poser vos questions. N'hésitez vraiment pas. Voilà, vous faites aussi partie de cette émission et vous donnez de la force et de l'impulsion. Donc, vos questions seront lues en direct. Alors, concernant justement toujours ce confinement et les mesures qui ont été mises en place, on sait qu'il y a des assemblées, des grandes assemblées, comme on appelle des méga-churches, qui avaient déjà mis en place tout ce qui est des prières en ligne via peut-être WhatsApp, d'autres qui avaient déjà des plateformes numériques qui étaient très intégrées via, par exemple, YouTube, Facebook. Ils avaient déjà des émissions, des cultes, des prédications. Et d'autres, peut-être, n'avaient pas encore mis cela en place. On voudrait savoir, en tout cas, vu de ton assemblée, de ton église, comment vous avez mis en place les choses face à cette crise pour pouvoir rester en contact avec vos fidèles. Alors, nous, si vous voulez, on est une assemblée assez jeune. On a beaucoup de jeunes cadres trentenaires qui travaillent donc dans le domaine des nouvelles technologies d'information et de communication. Donc, on est quand même assez présent sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qu'on pratique depuis un petit moment. Mais pour répondre directement à votre question, c'est que ce que nous, on a fait, le premier mois de confinement, on a donc notre page Facebook, on fait des vidéos en live, etc. J'ai fait pendant tout un mois, tous les jours, des lives en enseignant et en priant avec les brebis du Seigneur. Tous les matins de la semaine, plus les lives donc du dimanche pour le message. Ce qui fait que on a gardé ce rythme-là de la prière, de la communion fraternelle, même si c'est fait au niveau des réseaux. Mais ça nous a permis, en tout cas, et je faisais tous les jours. Maintenant, je le fais 2 fois dans la semaine. Ça nous permettait d'échanger, de communier, mais bon, on est plus dans la prière du matin. C'est-à-dire que tous les matins à 6 heures, je me connectais sur ma page Pasteur Emmanuel Dicot et tous les membres de l'église étaient là avec un temps d'enseignement et un temps de prière pendant 1h30, 1 heure, ça dépend. Donc, le fait de faire ça, ça a permis de garder le rythme de la communion, de la prière. En fait, les 4 piliers de l'église, c'est ça. C'est le repas du Seigneur, la Sainte Seine, c'est l'enseignement, c'est également donc la prière et la communion fraternelle. Oui. D'accord. Mais cette communion fraternelle, on sait que pour les gens qui ont la foi, cette communion fraternelle est très importante. Et là, on est à un moment de pandémie qui frappe, qui touche tout le monde, qui sévit toutes les populations, peu importe qu'on soit cadre, qu'on soit athée, croyant, c'est tout le monde. Et dans le monde entier. On a des deuils, on a des gens malades, comme on l'a cité avec Madame Mimi, qui est cadre du milieu hospitalier. Comment aujourd'hui vous pouvez venir soutenir vos fidèles en cas de maladie ou en cas de deuil, en sachant que nous avons l'obligation de rester confinés chez nous? Alors, c'est vrai qu'en ma qualité de ministre de culte, c'est un petit peu différent. Comme vous le savez, lorsqu'il y a des enterrements, des obsèques, il y a quand même un petit groupe de personnes. Mais nous, comme vous l'avez dit tout à l'heure, quand on parle de foi, je crois que c'est vraiment ça qui fait la différence. Je ne dis pas que ceux qui sont atteints ou ceux qui sont morts n'avaient pas la foi. C'est pas de ça que je parle. Mais je parle ici
de cette capacité à compter sur Dieu et sur sa parole. Nous, la vision du ministère que le Seigneur m'a donné, nous prêchons la parole de foi, c'est-à-dire le juste vivra par la foi. C'est répété à 4 reprises dans le livre d'Habakkuk, dans le livre de Romains, dans le livre de Galates, dans le livre des Hébreux. Le juste vivra par la foi. La foi, c'est notre style de vie. Mais je ne parle pas ici de la foi en termes de croyance ou de pensée idéologique. Bibliquement parlant, la foi est une force spirituelle qui vient de la parole révélée de Dieu. En d'autres termes, avoir accès à la révélation de la parole de Dieu nous permet de fonctionner dans une dimension de foi qui nous permet de fonctionner comme Dieu fonctionne. Ça veut dire que quand la parole de Dieu nous dit qu'on sera épargné de certaines maladies et que certaines choses ne nous atteignent pas, quand on fonctionne dans ces réalités-là de la parole de la foi, eh bien, on en voit véritablement des effets parce que c'est le style de vie du chrétien. Donc, je voulais un petit peu, sans vouloir être trop technique, hein, Miss Huguette, oui, vraiment bien expliquer ces choses-là. Maintenant, pour répondre à ta deuxième question, c'est simplement que en qualité de ministre de culte, effectivement, en cas de décès, en cas d'hospitalisation grave, on a la possibilité et le devoir d'assister les brebis. Mais là où je bénis le Seigneur, c'est que notre communauté, on a rien eu de la sorte. Ni personnes qui étaient malades, ni encore moins des personnes qui sont mortes. Donc, je bénis le Seigneur pour ça. Ça ne veut pas dire que nous, on est meilleurs que les autres, mais on sait une chose, c'est que les principes spirituels de la foi, ça fonctionne. D'accord. Et qu'est-ce que vous en avez comme écho par rapport, parce que ces rassemblements physiques de masse sont interdits, mais en parlant à vos fidèles, est-ce qu'ils le vivent bien? Quelle est l'ambiance actuelle des fidèles? Est-ce qu'ils sont concentrés eux-mêmes dans la prière chez eux ou est-ce qu'ils n'ont pas appris à prier individuellement comme ça chez eux et qui se sentent un peu perdus? Alors, la première chose que nous, on a faite, c'est de stopper la peur. La peur, ça ne veut pas dire être insouciant. Ça veut dire, la peur, c'est le contraire spirituel de la foi. Le contraire spirituel de la foi, ce n'est pas le doute, c'est la peur. Parce que la peur est un esprit, tout comme la foi est un esprit. D'accord? J'explique ça très simplement. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. En d'autres termes, en grec, c'est écrit, le Nouveau Testament est écrit en grec. Paul utilise le terme Rhémata Christos, le Rhéma de Christ. Il y a une différence entre le Logos et le Rhéma. Je ne veux pas surtout être très technique, mais je pense que Miss Huguette, tu comprends ce que je veux dire. Donc, ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que la foi est un esprit. Et la peur aussi est un esprit. La première chose, les premières semaines de ce confinement, c'était d'abord de lutter contre la peur. Quand tu pries et que ta prière est motivée par la peur, ta foi ne fonctionne pas. Pasteur Dico, justement cette fois, on l'a senti, vous nous les avez tous communiqués, les pères et les mères spirituelles, mais lorsque au bout d'un moment, les semaines passées, on restait confinés, on sentait que on n'avait pas les réponses et que les gens tombaient à gauche, à droite, décédés, des proches, à un moment, cette peur, elle est légitime. Oui, non, elle est comment je vais expliquer ça. Encore une fois ici, on opère sur 2 dimensions. Il y a la peur qui paralyse la foi, parce qu'elle vient encore une fois de ce qu'on entend, que ce soit à la télé, que ce soit aux informations. Il faut se tenir informé. Des gestes barrières, comme notre bien-aimée sœur Mimi l'a expliqué tout à l'heure, c'est tout à fait logique et cohérent. Même pour mes enfants, pour moi-même, c'est ce que nous faisons. D'accord? Nous sommes encore une fois dans le monde, même si nous ne tirons pas notre ressource et notre force du monde. Nous la tirons du royaume de Dieu. OK? Alors, ce que moi, je vais expliquer aux chrétiens, aux gens qui nous suivent, c'est quoi? C'est que oui, effectivement, on entend qu'il y a des hommes de Dieu qui meurent de cela. Il y a des pasteurs que je connais, il y a des enfants de pasteurs, il y a des diacres, etc., qui sont partis au travers de cette maladie. Il y a la maladie spirituelle, il y a la maladie naturelle. La Bible explique que la maladie tire sa source du diable. Elle ne vient pas de Dieu. Oui. La maladie est rentrée dans le monde quand le péché est rentré. Quand le péché est rentré dans le monde, il y a eu 3 choses qui sont arrivées. La pauvreté, la maladie et la mort. On ne peut pas dire que la pauvreté vient de Dieu, c'est faux. La maladie, ça ne vient pas de Dieu, c'est faux. Et encore une fois, la mort ne vient pas de Dieu, c'est faux. Bibliquement parlant, je ne suis pas en train de philosopher ou de parler d'autre chose. Non, je reste sur un point de vue, on va dire, sur mon cœur de métier. Alors, quand on voit des hommes en train de tomber comme ça, pour faire simple, je dis ceci, Miss Huguette, il y a, pour moi, cette maladie est aussi une forme de persécution, spirituellement parlant.
qui vise principalement les gens qui sont dans le royaume de Dieu. Il y a la maladie qui tue d'une manière naturelle, mais il y a aussi la maladie qui cible en réalité le royaume de Dieu. Parce que derrière la maladie, il y a vraiment la main aussi de l'ennemi. Maintenant, on va me dire, il y a des maladies qui sont naturelles. Hein. C'est-à-dire que si je me mets en bikini et que je pars au pôle Nord, je vais tomber malade. C'est pas Satan qui agit là derrière. Est-ce qu'on se comprend? Mais je dis ceci, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a des hommes de Dieu qui sont honnêtes, droits et qui servent le Seigneur dans la crainte et dans la sainteté, mais qui sont partis dans ces moments-là. C'est ce que la Bible nous explique aussi dans Actes des Apôtres, quand Jacques est mort, parce que ça a fait plaisir aux Juifs, etc. Hérode a commencé à persécuter l'Église. L'Église est persécutée. Et c'est pour ça que les hommes de Dieu doivent se lever et encourager le peuple de Dieu dans ça. C'est pour ça que je veux vraiment encourager les brebis du Seigneur, quelle que soit la dénomination de leur Église, quelle que soit leur appartenance. Il faut comprendre qu'il y a le naturel et il y a aussi le spirituel. Donc, il faut tenir bon et refuser la peur. D'accord, très bien pour cette réponse. On est conscient que l'Église, il y a l'Église bâtiment. L'Église, qui dit l'Église bâtiment dit des loyers, dit des factures, des charges, l'eau, l'électricité, le loyer pour ceux qui ne sont pas propriétaires. Et dans ce temps de confinement, on entend beaucoup de mesures qui ont été mises en place pour les entreprises en difficulté. Seulement vous êtes des associations, si je ne me trompe pas, à but non lucratif. Comment ça se passe? On voudrait avoir un peu d'informations. Est-ce que les propriétaires vous exigent les loyers? Comment ça se passe financièrement? Étant donné que les fidèles ne sont pas à l'église, donc peut-être moins de dîmes ou d'offrandes, si vous pouvez nous en dire plus. Alors, ce qui se passe effectivement, les églises en tant qu'association, cultuelles principalement, d'autres sont culturelles, mais elles sont d'abord cultuelles, c'est-à-dire qui dépendent de la loi 1905, effectivement, ne bénéficient pas des mêmes facilités que l'État a octroyées aux entreprises. Donc, du coup, tout ce qui est loyer et charges est dû par est réclamé par les propriétaires. Ça, c'est une réalité. Et donc, c'est là où justement on vient à un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. C'est une question de foi et de principe. C'est-à-dire quand on apporte sa dîme, ses offrandes et ses dons, on ne le fait pas par sentiment, on le fait par foi, par amour et par respect vis-à-vis de Dieu. Peu importe ce qu'on peut traverser, dans les bons ou dans les mauvais moments, Dieu est notre source et on continue à le faire. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, normalement, c'est le travail des bergers, des pasteurs et des responsables d'enseigner ces choses-là pour que ça devienne un style de vie des chrétiens. On ne donne pas son offrande parce qu'on a entendu une bonne prédication, ça n'a rien à voir. On le fait parce qu'on reconnaît Dieu comme étant notre source. Le dixième ne nous appartient pas, il appartient à l'Éternel. Quand on apporte ses prémices, ses offrandes et ses dons, en réalité, techniquement parlant, que je gagne 5 000 € ou que je gagne 2 000 €, je continue à donner à Dieu de la même manière. Mais c'est maintenant, ça dépend comment le management est fait au niveau de l'Église. Mais moi, je me mets à la place de la brebis qui est là. Moi, en tant que pasteur, j'apporte ma dîme. Quand dans des moments difficiles ou des moments qui sont bien, je continue à honorer Dieu. On continue à honorer Dieu de la même manière. Mais c'est vrai que quand les églises ne sont pas assises dans ces enseignements-là et dans ces pratiques-là, ça devient difficile, effectivement, pour elles de pouvoir honorer les charges qui sont dues et réclamées, et c'est normal. D'accord. Et est-ce que l'Église a peut-être une trésorerie, une caisse qu'elle avait déjà anticipée et mis de côté justement en cas de coup dur comme ça? C'est pour ça que je parle de management, Miss Huguette. Je parle de management. Gouverner, c'est prévoir. Encore une fois, l'Église opère sur deux niveaux. On est sur le niveau séculier et naturel et sur le niveau spirituel. C'est une question de vision et de management. C'est vraiment ça. Normalement, toute église, et même, j'irai même plus loin, au niveau légal en France, si une église est reconnue en tant qu'association, elle est censée avoir un trimestre de loyer de trésorerie. Au niveau de la loi, c'est ça. Pour justement pallier à ça. Maintenant, le problème qu'on a, c'est que beaucoup d'églises sont enregistrées en tant qu'association culturelle, alors qu'elles devraient être cultuelles. Et donc, quand on fait les choses selon les règles et qu'on va vraiment, on suit ce que la loi dit ici en France au niveau des associations, on est censé avoir une trésorerie qui couvre un trimestre de charge. Donc là, si on n'a pas, qu'est-ce qui peut se passer? Selon vous, vous pensez que certaines églises, s'il y a eu un défaut de management, vont peut-être perdre leur salle, leur lieu de culte?
Après, ça dépend des propriétaires parce que eux aussi, ils peuvent aussi se montrer flexibles, hein, ça dépend. Moi, je parle ici des églises qui sont locataires, qui ont un bail, on va dire un bail Oui, commercial. Je ne oui. parle pas d'églises qui ont des contrats de mise à disposition, c'est-à-dire qui sont en sous-location. D'accord. Hein. Je parle des églises qui ont un contrat, on va dire un bail commercial pour comprendre de 6 à 9 ans. D'accord? Donc là, que l'on veuille ou non, parce que lorsqu'on a un bail commercial de 6 à 9 ans, 3, 6, 9, on règle trimestriellement son loyer. C'est pas mensuel. Après, ça dépend comment on gère ça avec son propriétaire. Si on a des rapports courtois et de confiance, il dit bon, on part sur du mensuel, mais normalement, contractuellement, on est sur du trimestriel. Vous voyez? D'accord. Et donc, à partir de là, encore une fois, c'est le management qui fait la différence. Et ils sont en droit de réclamer. D'autres propriétaires disent voilà, donnez ce que vous pouvez maintenant et on va lisser le restant dû après. C'est du kiff-kiff, ça dépend du management, encore une fois, c'est le mot-clé. D'accord. Avant de nous séparer, il me reste deux questions. Je vais lire un petit peu, voilà, pour palper l'atmosphère parce que je ne vois plus vos réactions sur les réseaux sociaux, chers internautes. Est-ce que vous êtes encore parmi nous? Est-ce que vous entendez le message? L'image est bonne. Donc, je vois Eded L qui, lui, a réagi par rapport à la persécution. Il ne voit pas ça comme une persécution. Il dit que l'unique message que l'Église doit comprendre par rapport à la pandémie, enfin, il doute que ça soit une persécution. Ben, faute de temps, je ne pourrais pas lui permettre d'échanger dessus, mais parce que je pense que ça irait dans un débat, mais on pourra en rediscuter lors d'une autre thématique parce qu'il y aura une spéciale, justement, Église aussi faite différemment. Sinon, qu'est-ce que j'ai comme réaction? J'essaye de lire vos messages. Merci à Ghislain pour son soutien. Je vois Rufine, je vois vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Sokwana, vraiment, n'hésitez pas, vos cœurs, vos likes, vos réactions. Hein, voilà, parce que je sens qu'il y a moins de monde. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le cas des Je églises peux répondre au frère rapidement qui parlait pas de la persécution, oui. Bissuguette, mais vraiment en un mot. Lorsqu'on reste Je sur la tenais aussi logique, à saluer tous nos frères et sœurs qui font le ramadan. Voilà, je sais qu'il y en a pas mal et voilà, c'était une parenthèse aussi. voilà. Donc, pour tout chrétien enfant de Dieu, né de nouveau, né de l'esprit, la Bible reste la référence au niveau Oui, historique, au niveau spirituel. On se rend compte d'une chose, l'Église a été, comment je vais dire, conceptualisée par le Seigneur, mis dans le monde pour éclairer le monde et pour tirer le monde vers le haut. Ça veut dire qu'il y a des choses qui arrivent dans ce monde, l'Église doit logiquement en être épargnée. Mais si oui, l'Église n'en est pas épargnée, c'est parce que justement, la Bible nous l'explique dans Actes des Apôtres, et j'invite notre bien-aimé à relire vraiment l'Acte des Apôtres. On verra que la persécution qui était arrivée à partir de Actes chapitre 3, chapitre 4 et ainsi de suite, on verra que même arrivé la mort d'Étienne, Paul, tout ça qui est arrivé pour persécuter l'Église, l'Église normalement est censée être supérieure et ne pas subir les événements. Mais quand oui, Dieu le permet, c'est justement parce que l'Église est la cible de l'ennemi. Quand Jésus a établi l'Église, il dit, je bâtirai mon Église. Et la première chose, il dit, les portes du séjour des morts le prennent comme cible. Donc, on doit vraiment comprendre cela. Si les hommes de Dieu, des généraux, tombent, c'est à cause de la persécution et pas parce qu'ils vivent dans le péché ou parce qu'ils sont dans le mélange. d'accord. Ben, j'espère que M. Eded a eu sa réponse. Comme on doit aussi donner la parole aux autres, je vais conclure avec deux questions qui me sont arrivées il y a quelques minutes. Alors, il y a une question que tout le monde se pose. Quelle est la date qui a été fixée pour la réouverture des églises? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. En fait, il y a deux écoles. Quand on a suivi le discours du Premier ministre, c'est un petit peu ambigu, hein, pour dire vrai, sans pour autant critiquer l'État. On est sur deux choses. C'est-à-dire que soit à partir du week-end qui suit, le 11, c'est-à-dire à partir du week-end du 17, les services reprennent. Bon, on ne sait pas sur quelles conditions. Soit à partir du 2 juin, mais les modalités n'ont toujours pas été fixées. Donc nous, notre fédération protestante sur laquelle on est affilié, etc., on fait des démarches. On est sur le même créneau que ce que tout le monde entend à la télévision.
Donc, c'est entre, en tout cas, la nouvelle qui est bonne, c'est qu'avant, on partait sur mi-juillet, mais on sait que ce sera au plus tard début juin que ça va commencer petit à petit à reprendre, si je peux être un peu plus précis. Voilà. D'accord. Et la dernière question que je vais vous poser, afin de donner aussi la parole à nos sœurs qui s'impatientent, justement, on parle de reprise. Donc, dans le cadre de cette reprise, le virus ne sera peut-être pas totalement éradiqué. Quelles sont les mesures que vous comptez prendre pour une bonne reprise de vos cultes? Parce qu'on sait qu'on a tendance à se saluer, bonjour mes frères, à se faire la bise. Saluez votre prochain, faites-lui la bise, les offrandes, les billets. Et puis, vous aussi, en tant que serviteur de Dieu, d'imposer peut-être les mains aux malades, de prier. Toutes ces mesures barrières-là seront transgressées. Qu'est-ce que vous préconisez? On est tous assis l'un à côté de l'autre. En fait, comme disait la première intervenante, on va y aller vraiment progressivement, pas à pas. Il faut qu'on étudie les modalités que l'État nous permet de faire parce qu'on ne va pas rentrer dans l'illégalité. Déjà dans un premier temps. Et aujourd'hui, force est de constater que le veuille ou non, tout le monde a commencé à adopter la notion des gestes barrières. Yes. Donc, on part du principe que si en entreprise, les gens vont au travail, ils peuvent tout aussi bien aller à l'église. Mais maintenant, selon certaines conditions, c'est vrai que si on est 500 enfermés dans une salle qui fait 600 mètres carrés, effectivement, il y a des soucis. Et donc, on revient encore à la question du management. Moi, personnellement, je suis de l'école de faire plusieurs services, de faire simplement tourner, de faire des shifts. Il n'y a que chez nous, les francophones, en fait, qu'on fait tout tous en même temps. Mais quand on va chez les anglophones, on comprend qu'ils fonctionnent par shift et ça tourne. Et c'est exactement à cela. Maintenant, c'est encore une fois une question de management. Si on a une église, je donne un exemple de 100 personnes, ça sert à rien d'avoir les 100 personnes. Autant faire des services de 35, 40 personnes, d'en faire 2 et on respecte les distances. Ok, très très bien. En tout cas, moi je te remercie, pasteur Emmanuel Dicot. J'espère aussi ça a pu être constructif et puis répondre aux questions de certaines personnes qui se posaient des questions. J'espère aussi qu'on aura l'occasion d'échanger encore sur différentes thématiques. Comme je l'ai dit, il y aura encore d'autres thématiques qui seront proposées tout au long du confinement et après confinement, parce qu'il ne faut pas s'arrêter au confinement. Il y a la suite aussi, comment on le vit, comment ça se repasse. Et voilà, il y a plein de bonnes choses qui sont prévues et je tiens vraiment à te remercier pour ton intervention. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Alors, merci mesdames pour votre patience. Maman Mireille, ça va? Ah, il n'y a pas le micro, mais j'espère que ça va. Mais plus particulièrement, là, je vais donner la parole à Mina. Mina, donc merci pour ta patience. Merci d'avoir attendu si longtemps. C'est normal. Donc, Mina, merci beaucoup. Alors, pour ceux qui nous rejoignent en chemin, peux-tu redonner ton titre exact et ce que tu fais au sein de ton entreprise? D'accord. Donc, je suis responsable information à la SNCF. Mon travail consiste donc à transmettre en fait les différentes informations liées à des situations perturbées, donc aux différents acteurs de la SNCF. Donc, nous en tant que voyageurs, on est en permanence en contact avec les chefs d'escale, donc les chefs en gare, les agents d'escale, entre autres. Donc, en fait, si tu veux, je transmets un petit peu toutes les informations et les mesures du coup qui en découlent par rapport à des situations perturbées. Donc, il y a également la prise en charge des voyageurs avec la réservation d'hôtels, la réservation de taxis, la prise en charge des personnes sensibles, type personnes à mobilité réduite, les groupes d'enfants, les groupes de personnes âgées, et j'en passe. Donc, c'est la transmission de l'information, c'est la prise en charge des voyageurs, c'est aussi du storytelling parce qu'il faut en permanence apporter de nouvelles informations aux différents acteurs pour ensuite qu'elles soient transmises dans les différents réseaux, tels que des réseaux liés donc à Internet, entre autres, mais aussi par SMS ou par des centres de recontact qui sont aussi là pour ça. Voilà. Très, très bien. D'accord. Et par rapport… Et qu'est-ce que tu peux nous dire justement, excusez-moi, il y a un petit mouvement.
On t'entend plus. Ah, Est-ce que là, vous m'entendez? c'est bon. Super, merci. Désolée, un petit aléa du direct. Alors, donc je suis les questions qui arrivent concernant Mina. Mina, les transports en commun, c'est voilà le moyen de transport que beaucoup de Franciliens, de Parisiens vont utiliser pour pouvoir se rendre au travail. On sait que vous avez aussi mis pas mal de mesures de restriction pendant le confinement. Le 11 mai approche à grands pas. Est-ce qu'il y aura plus de trains? Alors, je ne suis pas en mesure de donner des réponses claires aujourd'hui. Comme disait le pasteur tout à l'heure, c'est vrai qu'on est en permanence dans l'attente, enfin, on attend en permanence des nouvelles informations pour pouvoir adapter nos offres. Oui, Il y a plusieurs critères à prendre en considération. Il y a d'une part la sécurité des voyageurs. Donc ça, c'est bon, c'est primordial, je dirais. Il y a aussi, je vais être très transparente, hein, il faut en parler aussi. Il y a cette affaire de rentabilité. Il faut oui, aussi en parler, d'accord? C'est une chose. Il y a aussi une possibilité, une capacité. Voilà, donc dans cette particularité-là, il faut savoir qu'il faut qu'on ait un certain nombre d'agents, que la sécurité soit aussi optimale pour pouvoir transporter les voyageurs. d'accord. Ils se sentent également en sécurité lorsqu'ils voyagent. Enfin, je veux dire, voilà, c'est des thèmes là qui me viennent en tête, mais il y a énormément de choses à prendre en considération. Et il y a aussi le flux de voyageurs. Effectivement, Oui, euh, voilà, on va privilégier forcément des origines-destinations, donc des trains qui sont énormément sollicités. Donc, je parle principalement de TGV et bien entendu minimiser un petit peu les relations qui sont peu sollicitées par les voyageurs. Donc, il y a tout un tas de critères à prendre en considération pour pouvoir répondre favorablement à la demande des voyageurs, mais aussi les droits que vous nous donnez le gouvernement. On a envie de faire des choses aussi, mais avons-nous la possibilité de le faire? Aussi autre chose. Donc, c'est un débat à mener en permanence, des critères à prendre. C'est également un suivi de la situation aussi. On dépend aussi de la mutation de ce fameux virus, parce qu'aujourd'hui, c'est ainsi, mais demain, ce sera autrement. Donc, tout ça demande à chaque fois il faut en permanence se réadapter l'offre, réadapter la prise en charge des voyageurs. Donc, c'est pas simple à organiser. d'accord. Et on entend beaucoup de gens autour de nous dire qu'ils ont été infectés. Mm. Beaucoup pensent peut-être, spéculent que ça a été peut-être dans les transports en commun. Aujourd'hui, comment on peut faire justement pour essayer vraiment d'éviter cela? Parce qu'on va tous devoir reprendre le cours de nos vies. Malheureusement, est-ce que juste un masque suffit? Il y a toutes ces les barres qu'on tient, les chaises, toutes ces choses. Vous n'avez pas la maîtrise, vous n'allez pas nous mettre Exact. des agents de nettoyage 10 fois par jour. Oui. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter tout ça? Alors, je dirais que pour le moment, de toute façon, il n'y aura pas de risque que zéro. Voilà, enfin, j'ai Oui. envie de Ouais, vous dire, oui, voilà, honnêtement, il y aura toujours des risques. Je ne peux pas dire, donc, pas enfin, par rapport à moi en tant que personne, mais aussi par rapport à la SNCF, dire, voilà, oui, oui, vous allez voyager sereinement, oui, tout va bien se passer, zéro risque, tout va bien. C'est faux. Voilà, clairement, il faut être clair là-dessus. On va être en possibilité en mesure de fournir certains services, certaines nouvelles aussi façons de faire, parce qu'il y a aussi oui, énormément de nouveautés pour nous, il y a aussi plein de choses à faire. Donc, effectivement, il y a aussi des services qui vont être supprimés. oui, Notamment, là, une chose me vient en tête, c'est la restauration à la place. Bien entendu, il est inconcevable à ce jour de garantir nos voyageurs, notamment, je dirais plutôt les professionnels, de leur garantir une restauration à la place. Alors, il faut savoir qu'il y a des voyageurs pros qui sont très friands de ce type d'offre. d'accord. Maintenant, voilà, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas, dans quelle mesure? Si on veut respecter la distanciation sociale, il y a des Oui, choses qu'on ne pourra plus faire. Et il faut aussi que ce soit ancré
en nous, donc tous les voyageurs, nous inclus. Donc, c'est pas facile aussi. Après, au niveau des équipes de nettoyage, effectivement, des mesures seront prises pour nettoyer un maximum ces rames. Il y a des nouveaux Oui, produits qui ont été commandés. Voilà, de nouveaux produits vraiment contre le virus, parce qu'avant, oui. voilà, on utilisait des produits antibactéries, désinfectantes, etc. Ça ne sert plus à rien. Je vais pas dire que ça sert à rien. Ça sert pour les petites bactéries, oui, les petites insalubrités, oui. Mais il y a un virus et le risque, il est réellement là. Donc aujourd'hui, on n'est pas en mesure d'assurer aux voyageurs un voyage sain. Voilà, c'est pas possible. Donc, entre ce que l'État va être capable de nous fournir, ce que Oui. nous sommes en possibilité de créer et de renouveler en permanence, ça va être aussi très compliqué. Donc, à ce jour, on est, on se prépare tout doucement, effectivement, à la reprise au 11 mai. Il faut savoir aussi que le Premier ministre a abordé le fait que, enfin, a abordé le fait que les voyageurs ne pourraient pas dépasser 100 kilomètres et encore, voilà, il faudrait vraiment que ce soit pour des raisons précises et indispensables. Donc, est-ce qu'on fait encore des trains pour aller jusque, je dis n'importe quoi, Marseille? Mais pour Oui. combien de personnes? Et enfin, est-ce que les voyageurs vont voyager sereinement? Enfin, Mhm. voilà, il y a énormément de questions. On n'a pas toutes les réponses, on n'a pas toutes les possibilités. Donc, on est en train de regarder un petit peu ce qu'on est en possibilité de faire pour les voyageurs. Voilà. On a vu que dans ce confinement, il y a beaucoup de gens qui travaillent de chez eux, Oui, télétravail, etc. Il y a eu du chômage partiel pour d'autres tout à fait. entités. Mais pour tout ce qui est transport, SNCF, etc., est-ce que les conducteurs ont été très volontaires parce que c'est un risque aussi qu'ils prennent, eux, au quotidien, de venir comme ça au front pour, euh, pour venir comme ça assurer notre transport. Est-ce que vous avez eu aussi des désistements, des arrêts maladie, des retraits? Alors, oui, Miss Huguette, effectivement, on a eu pas mal de choses. Ah, on a perdu notre intervenante. Si elle peut se reconnecter, on lui redonnera la parole, hein, bien sûr. Est-ce que vous nous entendez toujours très bien? Est-ce que nous sommes toujours en ligne? Euh, alors, voilà, je pense qu'on a Ah, récupéré Mina. excusez-moi, j'ai eu un petit souci technique. Donc, Alors, oui, donc pour répondre à ta question, euh, effectivement, les conducteurs sont quand même moins exposés. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de risque zéro, mais ils sont moins exposés. Ils sont en cabine, donc ils sont isolés, ils tirent leur train, c'est le jargon qu'on emploie hein, au sein de la SNCF, ils tirent leur train. Donc, ils sont moins exposés à la clientèle. Tous les métiers exposés à la clientèle, bien entendu, ont privilégié leur santé. Et très sincèrement, ils ont eu raison. Offrir la possibilité aux personnes de voyager, c'est une chose, mais préserver sa santé, ça n'a pas de prix. Moi, yes. en tant que responsable information à bord, j'ai des enfants. Donc, effectivement, j'ai bénéficié de cette garde d'enfants. J'ai des enfants en bas âge. J'ai préféré rester à mon domicile. Par contre, effectivement, j'ai été sollicitée certains jours pour pouvoir me rendre au travail et assurer le suivi de certains trains qui étaient en circulation. Donc, tout va dépendre, c'est propre à la personne et c'est propre également au risque qu'elle pourra rencontrer en accédant tout simplement à son travail. Voilà. Donc, je pense qu'il faut vraiment voilà, jauger tout ça et après, j'ai envie de te dire, c'est propre à chacun. Personne ne doit prendre, enfin, on est indispensable, mais on n'est pas indispensable. Voilà. Il faut Il y a, aussi considérer je les vois choses. un auditeur, Ghislain, qui demande si vraiment les trains seront bien désinfectés, hein. Il veut avoir cette Alors, garantie. il a raison de se poser la question. Alors, je ne travaille pas au sein de ce service, donc je vais vous donner les informations que j'ai moi aujourd'hui. Euh, Par rapport à la situation d'aujourd'hui, on a globalement, si je parle des TGV, 16 trains qui circulent par jour. Alors, Oui. je comprends bien, Miss Huguel, que 16 trains qui circulent, mettre l'équipage nécessaire pour le nettoyer, enfin, nettoyer, désinfecter la rame, etc., afin qu'elle puisse faire son demi-tour, c'est gérable. Qu'en sera-t-il de 100 trains, 200 trains, 300 trains?
c'est tout autre chose, c'est une toute autre organisation. Donc aujourd'hui, je peux dire en faisant circuler 16 trains, c'est faisable, c'est gérable. Oui, on peut voyager en toute sécurité. Il y a aussi la distanciation sociale qui se fait à bord de nos trains, c'est-à-dire une place sur deux, grosso modo, pour Oui. respecter 1 mètre de distance. Maintenant, est-ce que quand il y aura une circulation plus dense, on sera en mesure de garantir des voyages sains à nos voyageurs? Pour le moment, je n'ai pas tous les éléments, donc je ne peux pas m'avancer. Voilà. D'accord. À l'occasion, j'espère d'aborder à nouveau ce sujet-là. Moi, je suis partante pour communiquer les informations que j'ai Avec dès lors plaisir. dès lors qu'elles sont fondées. Voilà, je Oui. ne veux pas m'avancer à dire aujourd'hui oui, 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 allez-y, et que demain, après, moi, la première envers moi, je me dirais non, bah écoute, tu as vendu un petit peu des informations erronées et tu as fait prendre des risques aux voyageurs. Non, je ne veux Oui. pas. Quand j'aurai des éléments plus clairs, je reviendrai vers toi et tu pourras éventuellement communiquer ces informations-là à nos auditeurs sans problème. Voilà, Ben, en tout cas, Mina, un grand merci. Comme tu l'as si je t'en bien dit, prie. c'est une perche, donc j'espère que c'était la première et pas la dernière fois. Tout à fait. Deux dernières questions avant que je puisse te libérer. Oui. Concernant les vacances, les gens se disent le 11 mai, Ah, on est libre, et puis par la suite, il y aura les ponts, il y a le mois de juin, et puis après, on peut partir en vacances, on peut prendre son billet de train, aller à Marseille, à Toulouse. Qu'est-ce que tu réponds à toutes ces personnes qui pensent qu'ils pourront reprendre leur vie comme avant? alors, il y a deux choses. Déjà, au niveau de la circulation des trains, moi, je peux d'ores et déjà vous dire que ce qui est prévu, c'est une reprise à 100% cet été. Donc, il est prévu que tous les TGV circulent cet été en France, au niveau national. Au niveau de l'étranger, pour le moment, je n'ai pas les éléments. Énormément de pays ont également fermé leurs frontières. Donc, on ne D'accord. pourra pas faire d'offres là-dessus. Ensuite, il y a aussi les décisions de l'État. C'est l'État qui nous dira, oui, effectivement, vous pouvez rouvrir telle ligne euh, pendant telle durée, dans telles conditions. On a aussi, malheureusement, on est tributaire de l'État. Donc, on attend aussi leur aval pour pouvoir lancer des offres, lancer la circulation, etc. Mais partir en vacances aujourd'hui, enfin, cet été, pardon, en France, oui. Combien il y aura de trains par jour, etc. Impossible de vous donner les informations aujourd'hui. D'accord. J'ai une question de Rufine que j'ai mis en évidence. Rufine Banoni, merci pour ta question. Déjà en Oui. temps normal, le RERD, euh, c'est la galère. Je me demande comment cela se déroulera avec un siège sur deux. Alors, Rufine, pour te répondre, j'emprunte également le RER et je te confirme qu'effectivement, je galère aussi énormément, d'autant plus que, bon, voilà, pour la petite histoire, je travaille en horaire décalé du lundi au dimanche. Donc, oui, la galère du RERD, je connais très bien. Maintenant, ce que je peux te dire, donc ça, c'est plus la circulation au niveau Île-de-France. Moi, je suis plus au niveau national, donc je ne connais pas les particularités liées Oui, à l'Île-de-France. Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, l'offre, elle va être très, très, très compliquée parce qu'il ne faut pas se mentir, les gens ont besoin de se déplacer et ils ne peuvent pas se permettre d'avoir un RER toutes les 30 minutes, toutes les 40 minutes, toutes les heures. C'est pas faisable. Maintenant, entre l'aspect sécurité et l'aspect offre au niveau des voyageurs, c'est là où effectivement il va falloir qu'avec les grandes instances, on puisse d'accord. aborder ce sujet-là et voir ce qu'il est possible de mettre en place. Pour le moment, effectivement, je n'ai pas les réponses à ça. Mais effectivement, oui, ça va être une galère clairement pour tout le monde. Oui, il va falloir s'adapter et ouais, ça va pas être facile, effectivement. Mm. Très, très bien. Avant de nous séparer, parce que l'heure avance, nous devons clôturer malheureusement cette émission qui est très enrichissante, hein. Euh, Quel est ton mot de la fin, tes conseils que tu peux donner à toutes les personnes qui nous suivent et qui sont connectées ce soir en ligne ou ceux qui nous regarderont en replay? Alors, écoutez, moi, enfin, Miss Huguette, ce que je dirais aujourd'hui, c'est, je dirais, il faut pas rentrer dans une psychose. Cependant, les faits sont là. D'accord, les faits sont là. Moi, je dirais, en tant que donc responsable et agent SNCF, qu'il faut Oui, vraiment être prudent. Prudent, c'est-à-dire
pas tomber dans une psychose, mais faire très très attention quand vous allez monter, privilégier les gants. Si vous avez la possibilité de mettre des gants, mettez des gants, mettez des masques. Enfin, on cesse de l'entendre. Hein, j'invente rien, j'innove absolument rien. Mais voilà, le lavage des mains. Quand vous prendrez les transports en commun, quand vous rentrerez chez vous, je vous invite. Alors, il y en a qui disent non, c'est pas la peine, etc. Je vous invite véritablement à prendre vos vêtements et à les mettre directement au sale. Oui, effectivement, c'est des machines, c'est de l'argent, je suis d'accord, mais la santé n'a pas de prix. Et on a une famille aussi, d'accord? On a une famille aussi. Donc, privilégiez vraiment. Quand vous arrivez à la maison, déshabillez-vous, mettez tout au sale. Ça, c'est vraiment indispensable. Comme le disait tout à l'heure la première intervenante, les masques, effectivement, quand vous les posez, ne les enlevez plus. Voilà, il faut plus les enlever, il faut plus les toucher, il faut pas les baisser, les remettre. Stop, c'est une fois, une unique fois, 3-4 heures, on enlève, on change. Voilà. Et pensez à vous. Le conseil que je dirais, c'est que pensons à nous, dans le sens où ne prenons pas de risques inutiles. Quand on va au travail, si l'employeur n'est pas en mesure de nous garantir un minimum comment je pourrais dire ça, de travailler dans des conditions sereines, ne prenez pas de risques parce que demain, on n'est pas là, c'est facile de nous remplacer. Pour dire les choses clairement, c'est facile de nous remplacer. Donc, il faut se préserver, il faut faire attention à nous, il faut faire attention à nos familles. Les transports, je vous donnerai des informations un peu plus claires et un peu plus fondées prochainement. J'attends aussi des retours de la part de la direction, etc. Je vous donnerai des informations. Mais vraiment, faites attention à vous et voilà, essayez de respecter un maximum la distanciation sociale, même si c'est très, très dur, même si c'est pas toujours facile. Tant qu'on peut, on le fait. C'est mieux. Voilà. Un grand, grand merci, Mina, vraiment, de rien, pour ton intervention. Et je te dis à très bientôt sur Instagram. À très bientôt et prenez soin de vous surtout et que Dieu nous protège tous. Merci à vous aussi. Bye bye. Merci. Je vous en prie, au revoir. Nous chutons vers la fin de notre émission, hein, notre première. Donc, nous vous prions d'être indulgents face à ce petit débordement. Donc, nous avions 4 intervenants. Il fallait qu'on exprime les pensées, la vision de l'émission. Donc, on a une dernière intervenante qui nous fait l'honneur d'être parmi nous. Elle n'est pas en mode décollage, là. Au contraire, elle est là, confinée avec nous. Donc, là, il n'y a pas de pilote automatique, il n'y a pas voilà, de message d'annonce. Voilà. On est là, on est confinés, nos passeports sont bien à la maison. Alors, Maman Mireille, il y a de nombreuses personnes qui se connectent là actuellement, encore qui viennent. Ils étaient manger, ils sont revenus. Peux-tu te représenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Ok, je suis Mireille Ntimba, agent d'escale pour American Airlines à Roissy-Charles de Gaulle. Très bien. Alors, actuellement, de ce qu'on entend, tous les avions, normalement, sont pratiquement tous à l'arrêt. C'est bien ça? Oui, normalement, oui. Les aéroports sont fermés, votre activité est pour le moment très calme. Oui, en ce qui concerne les activités, c'est point mort. Il n'y a rien qui fonctionne. Toutes les compagnies sont au sol, en fait, à part peut-être Air France, qui fait seulement les régions, qui fait Marseille, Nice et Toulouse. Donc, seulement 10% de leur flotte, en fait, qui est en mouvement, qui fonctionne. À part ça, j'ai parlé avec mon beau-frère qui travaille aussi à l'aéroport. Et lui, il a arrêté il y a 2 jours. Donc, il avait encore vu des Qatar, donc la compagnie Qatar, mais il n'y en avait pas beaucoup. Ils ont même changé d'avion. D'habitude, ils utilisent les A380, des big ones, vraiment des gros avions, mais là, ils ont baissé au 777. Donc, il y a un changement et aussi, bon, ils ne sont pas réguliers comme ils ont l'habitude de l'être. On peut encore trouver… Je n'ai même pas encore eu le temps de poser mes questions. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Je vois Barack Ngongo, le papa des Miss et des Mystères pour ses casquettes, pour ceux qui connaissent. Qui vraiment attendait impatiemment apparemment. Je pense qu'il a son passeport en main, il a des questions. Mais là, j'ai mis en évidence la question de Nathalie Rémonus qui demande « Et pour cet été ?» Et pour cet été, le problème est ceci. Si vous avez déjà votre billet, par rapport à une date où vous deviez partir, ou vous devez déjà partir avant, là, peut-être mars, avril, ou vous devriez partir, vous avez un billet jusqu'au mois de juin, en fait, ou
vous faites rembourser le billet. Donc, vous appelez la compagnie pour faire rembourser votre billet ou on vous donne un autre billet. Vous choisissez une autre date ultérieure et vous avez droit à 1 an non remboursable. Air France fait ça et Bruxelles aussi. Et je crois que la plupart des compagnies, logiquement, les compagnies doivent faire ça. Mais le problème est que la plupart des gens n'achètent plus dans les compagnies même ou dans les agences. Ils achètent plus sur Opodo, Go Voyage. Vous voyez les agences d'Internet. Oui. Oui, et quand vous achetez avec les agences d'Internet, c'est très, très compliqué de se faire rembourser. Donc là, je ne sais pas s'ils vont, par rapport à ce que le gouvernement nous dit à chaque fois, j'espère que les compagnies Internet, ils pourront faire quelque chose, mais normalement, si vous avez acheté avec la compagnie même, parce que, par exemple, si vous partez à Kin, vous avez acheté avec Air France ou Bruxelles ou bien Ethiopian, eux, ils peuvent faire quelque chose. C'est dans leur obligation. Ils sont obligés de vous rembourser ou on vous propose de changer de date et là, vous aurez un billet de 1 an non refundable, donc non remboursable. Donc, vous allez choisir une autre date. Vous avez 1 an où vous verrez dans les 1 an à venir quelle date vous allez choisir et on ne va pas vous le rembourser après. Moi, je vous invite vraiment à partager l'émission dans des groupes parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Vous aurez la réponse, mais c'est vrai qu'à travers les questions de chacun, il y a des cas de complexité. Elle pourra pas répondre à tout le monde parce qu'il nous reste que quelques minutes malheureusement, mais je la réinviterai très prochainement pour vraiment pouvoir répondre à ces différentes questions. On a une seconde question de Barak cette fois-ci. Et pour Kinshasa, c'est quand? Donc, il y a aussi cette réouverture de frontières. Les gens veulent savoir si, du coup, comme on est confiné, on ne peut pas bouger à Marseille, à Toulouse, etc. Est-ce qu'on peut partir à l'étranger et retourner dans nos pays d'origine? Normalement, Bruxelles devait réouvrir à partir, comment on appelle ça, du 15 mai. Mais ils ont changé, ils ont rajouté jusqu'au 1er juin. Mais c'est pas pour l'Afrique. Pour l'Afrique, le conseil que je vous donne, c'est d'attendre après le 31 août. Donc, à partir du 1er septembre, là, ça peut ouvrir pour l'Afrique. Mais je sais que Bruxelles ouvre le 1er juin et on verra. Mais normalement, pour l'Afrique, la meilleure des choses, c'est attendre à partir du 1er septembre. Là, vous pouvez partir. Donc, c'est pour ça que je dis, vous pouvez reculer vos voyages. C'est possible de les appeler. Vraiment, tu es en train de donner le conseil aux gens de ne pas envisager cet été de prévoir un voyage à l'étranger dans d'autres destinations. Non, non, non. Si vous avez vos billets, vous les appelez pour recaler, pour décaler tout ça. Et si vous n'avez pas encore acheté les billets, vous avez un projet d'achat pour voyager, vaut mieux vraiment attendre après septembre. Attendre après septembre, là, vous aurez un peu plus de renseignements. Parce que la compagnie peut donner une date, comme Bruxelles avait dit le 15 mai, mais il change au 1er juin. Parce qu'une compagnie peut vous donner une date, mais comme la dame de tout à l'heure, Mina, elle a précisé, c'est le gouvernement, c'est par rapport au gouvernement. Chaque pays est différent. Chaque pays est différent. Par une question de Sophie. On a plein de questions. Je vais essayer de les lire très rapidement. Il nous reste vraiment très peu de minutes. Et pour ceux qui partent ou qui reviennent de l'outre-mer, comment ça se passe? On parle de l'outre-mer, mais on parle des expatriés, de ceux qui sont bloqués aussi dans d'autres pays. Non, pour les expats, pour les expatriés, il y a encore des vols. J'ai vu avec Bruxelles tout à l'heure. Pour les expatriés, il y a encore des vols jusqu'au 31 août. Non, j'ai mis les dates. Normalement, avec les expatriés, ça fonctionne encore. Surtout avec Bruxelles, avec les expatriés, ça fonctionne. Donc, en fait, il faut demander à la personne qui est sur place de contacter la compagnie et savoir jusqu'à quand leur date limite. Mais normalement, j'ai vu avec Bruxelles, les expats, ils continuent à renvoyer les gens jusqu'au 31 mai. Jusqu'au 31 mai, Bruxelles continue à ramener les gens à la maison. C'est à la charge de la personne elle-même de repayer un nouveau billet, puisqu'on entend des billets à 1500. Normalement, pour les expatriations, normalement, tu ne peux pas payer le billet. Parce que tu avais un billet, ce n'est pas de ta faute d'avoir créé le coronavirus. Normalement, on ne doit pas faire payer aux gens le billet pour qu'ils rentrent chez eux. On avait payé avec vous. Les frontières sont fermées, donc les délais peuvent être très éloignés. Et les gens doivent rentrer de par leurs obligations professionnelles, les enfants qui les attendent. Normalement, on doit revenir. Aussi longtemps que vous avez acheté un billet aller-retour, on doit vous ramener à la maison.
Peu importe, même si votre billet devait finir, même si vous devez rester, par exemple, à Kin jusqu'au mois de septembre, mais étant qu'on a ce problème-là, il faut revenir à la maison. Peut-être ici, il y a plus de sécurité. Vous devez seulement aller à la compagnie où vous avez acheté le billet. C'est pour ça que je dis que c'est très, très important d'avoir acheté. En fait, c'est toujours pratique d'acheter ces billets avec la compagnie même ou les agences qu'on trouve, pas les agences Internet, mais les agences qui ont opinion sur rue. Parce que aussi longtemps que vous avez fait ça, vous emmenez votre billet à la compagnie, on doit vous renvoyer. Si vous voulez revenir, normalement, logiquement, on doit vous renvoyer. Une éditrice se pose la question, les compagnies ne risquent-elles pas de faire faillite? Je vais rebondir justement par rapport à ce un siège sur deux qui est valable, qui sera certainement valable dans les trains, mais en tout cas, ça a été bien dit pour les avions. Ce sera une place assise, une place libre, une place assise. Et ce sera un manque à gagner pour les compagnies. Ça va vraiment être un manque à gagner parce qu'on sait que j'ai pu avoir comme renseignement pour qu'on reprenne ce qu'on avait avant le mois de février. Donc, pour qu'on reprenne ça, pour que les compagnies reprennent ça, on nous dit au moins début 2022, que ça va revenir à la normale, ça va revenir à la normale avant le confinement. Donc, beaucoup de compagnies. Beaucoup de retours, Miss Mireille, de personnes qui disent qu'il y a beaucoup d'expatriés qui sont bloqués dans des pays à l'étranger et leurs billets sont dans leur poche et qui devront certainement. Il faut premièrement, d'abord, il faut aller dans les ambassades pour dire qu'on est là. On est là, on est venu tel jour. Bon, de toute façon, ils ont encore leurs billets. Vous allez voir les ambassades pour dire que vous êtes là. Et après, j'en suis sûre que les ambassades font des listes quand même de leurs ressortissants. Vous allez voir les ambassades et après, vous allez voir les compagnies. Normalement, on doit rapatrier tout le monde jusqu'au 31 mai, comme j'ai dit, avec Bruxelles. Et j'en suis sûre que Air France aussi continue de le faire parce que dernièrement, j'ai vu aux infos qu'il y avait des gens qui revenaient. Donc, allez voir vos ambassades pour vous lister et allez voir les compagnies. Parce que dernièrement, j'ai parlé avec un monsieur qui est congolais, mais de la Norvège. Oh, ça bug. Allô? On te voit bien, on t'entend bien. Ok, non, parce que de ce côté, ça bug. J'ai parlé avec un Congolais des cœurs, des likes pour nous dire si vous la voyez bien, il l'entendait bien. Donc, j'ai parlé avec un Congolais de la Norvège. Lui, il m'a confirmé, donc il y a à peu près une semaine, il m'a confirmé qu'il est venu avec des avions belges, mais militaires. En fait, on envoie même les avions militaires pour aller prendre les gens. Il est revenu, il est de la Norvège, mais il a pris un avion militaire à Kin, étant qu'il est belge, et il est descendu en Belgique, et de la Belgique, il a eu l'avion de son pays, donc de la Norvège, pour rentrer chez lui. Donc, il y a des avions qui rapatrient tout le monde, que tu sois français, que tu sois je ne sais quoi, aussi longtemps que tu as une nationalité ou une résidence européenne, on peut te rapatrier. Donc, ces gens-là doivent vraiment absolument aller voir avec leur ambassade. Même si tu n'as pas Pardon? Oui, vas-y. Même si tu n'es pas français de carte, mais tu es résident ici, tu as acheté ton billet ici, il faut se rapprocher des ambassades. Il faut se rapprocher des ambassades. Peut-être ta compagnie ne peut rien faire, peut-être, mais l'ambassade, avec les vols militaires, c'est que j'ai entendu, j'ai parlé vraiment avec quelqu'un. Donc, il faut vraiment aller se lister carrément à l'ambassade et après, vous verrez ce que votre ambassade va vous dire. Mais normalement, c'est dans leur obligation de rapatrier les gens et sans les faire payer. Donc, Barak, je pense que tu as ta question. Vaut mieux décaler ton billet. Oui, vaut mieux. Parce que de toute façon, il ne va pas le perdre. Hein. Il ne va pas perdre son billet. Il nous reste très peu de minutes, en 5 minutes avant de nous séparer. On me parle d'un cas, là, sur mon WhatsApp, ça vient d'arriver, d'une personne qui a perdu son papa ici en France, mais qui souhaite, comme l'avait souhaité son père, pouvoir, faire rapatrier le corps au pays. Le corps, ça c'est… Oui. Le pays ne veut pas, puisque c'était un cas de Covid-19. Il a beau faire toutes les démarches, c'est bloqué, c'est fermé. Non, mais est-ce que normalement, pour le moment, le papa, il est à la morgue? Oui, mais ils lui disent que ça ne va pas être possible. Le pays, même africain, refuse d'accepter ce corps. Et puis, de toute façon, il n'y a pas de vol. Oui, mais normalement, bon,
Moi-même, j'ai eu un malheur de perdre mon grand frère. Bon, on ne va pas parler de ça, mais j'ai parlé avec quelques personnes qui ont Mhm. perdu les membres de leur famille de cette maladie. On garde, vous pouvez trouver un pompe funèbre qui peut garder le corps au moins pendant 6 mois. C'est possible. Là, ils sont saturés, hein, pour les autres, ceux qu'on C'est connaît, ils sont possible de déjà garder pleins. le corps. Ils en perdent en une semaine et c'est très dur, hein, la communication en ce Oui, moment. Ils sont débordés ouais. même. Donc, s'il veut avoir la chance de ramener son père plus tard au pays, d'abord, il faut trouver une morgue, quoi, une pompe funèbre qui va garder le corps au moins pendant 6 mois et Oui, voir après. C'est vrai que par la loi, parce que nous aussi, on s'était renseigné, par la loi, normalement, on ne peut pas rapatrier un corps si la personne est morte d'une maladie. d'accord, c'est Bon, la loi qui. oui, c'est la loi, en fait. C'est la loi qui interdit ça. Et là, même les pays où tu dois ramener le corps a le droit de dire non. A le D'accord. droit Parce que de là, dire j'ai non, lu cette les personne est commentaires, morte de telle il y a maladie. Oui, une personne normalement, qui dit qu'ils peuvent mettre le corps dans une tombe provisoire. J'ai Barak qui non, dit que non, tombe selon les provisoire, c'est non, non, interdit, non, non, non. obligatoirement Il enterré. faut faire, non, il faut faire attention avec les tombes provisoires. Je vous ai dit que j'ai eu ce genre de choses chez nous, on a eu ça. Des tombes provisoires, le problème est que pour sortir, en fait, on vous dit, vous pouvez enterrer quelqu'un, après vous pouvez le déterrer. Mais pour déterrer un corps, il faut aller voir un juge. Vous devez aller voir un juge. Quand vous devez aller voir un juge, après, pour le déterrer, il faut le service sanitaire. La Croix-Rouge doit être là. Ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Moi, je préférais que quelqu'un, tu mets le corps, la dame qui pose la question, mettre le corps, laisser ça aux pompes funèbres, même pendant 6 mois, même si c'est très cher, parce que je connais des gens qui ont fait ça, vous payez au moins dans les 6 000 euros, 6 000 à 7 000 euros pour conserver le corps pendant 6 mois. Et après, entre-temps, quand le déconfinement va partir, vous allez continuer à parler aux autorités pour voir si c'est possible. Parce que ces corps-là, ils sont tellement, je crois, normalement embaumés et bien confinés dans leur cercueil que je ne pense pas que le virus va se propager si facilement. Mais Nous vaut sommes en mieux. train d'atterrir. Nous sommes en train d'atterrir. Ouais. On a beaucoup, beaucoup de questions. Je pense qu'on reviendra vraiment sur ce sujet qui a beaucoup intéressé nos auditeurs, qui se Oui, connectent de plus en plus nombreux, mais malheureusement, nous devons respecter aussi le timing. oui, Je vous bien invite à sûr. tous ceux qui nous rejoignent. Vous êtes sur l'émission Instant H de le regarder en replay. On reviendra en tout cas avec Maman Mireille qui pourra nous donner encore des détails et surtout sur le après-confinement. Oui. Avant de nous séparer, Mireille, euh, on voudrait savoir justement cette réouverture des frontières. Il y a un délai. Et puis, dans la même réponse, est-ce qu'on n'a pas peur aussi, en ce déconfinement, d'une voilà, grosse contamination encore, puisque les gens viendront de partout? Oui, les gens viendront de partout, mais il faut savoir que pour le moment, il n'y a pas vraiment beaucoup de gens qui veulent venir en France, hein. D'accord. Oui, beaucoup de compagnies aériennes, ils ont déjà les Marocains qui sont à côté, ils ne veulent pas venir. Parce qu'on sait très bien ici qu'il y a une grosse contamination, en fait. Les Mhm. États-Unis ne veulent même pas entendre parler de la France. Mais je sais que quand ça va reprendre, il y aura, nous, normalement, habituellement, on avait 7 vols. Mais normalement, quand on va reprendre, en plus, c'est même pas le 11 mai que nous, l'American Airlines va ouvrir, ça va être au mois de juin, mi-juin peut-être, et on commencera par un vol seulement. D'accord. Donc, ça Jusqu'à ira la fin de vraiment. l'année, oui, jusqu'à la fin de l'année, on n'aura peut-être que 2 vols qui viendront des États-Unis pour American Airlines. Beaucoup de gens, D'accord. ils ont peur de venir ici. Beaucoup de gens, parce que ici, la France, on n'a qu'à regarder la liste et tout ça des malades. En France, vraiment, on est en plein dedans et beaucoup de Oui, pays n'ont pas envie d'aller contaminer leur pays. très Donc, bien. l'ouverture de frontières, ça ne va pas être aussi facile que ça. Ça On ne va reviendra pas vraiment vraiment être sur aussi ce facile que ça. sujet. Maman Mireille, le mot de la fin avant de nous séparer? Le mot de la fin, ça serait que pour cet été, je pense, pour une fois, on va visiter nos propres pays. Ça veut dire, quand tu es en France, ben pour cet été, ben je vais visiter la France. Ça va être les vacances dans son pays. Les gens qui sont en Belgique,
ils feront quoi? Ce qu'ils doivent faire, ça serait de visiter leur pays. Parce que pour aller à l'étranger, sortir comme ça, je crois qu'il faut un peu temporiser de ce côté-là et visiter là où on est, visiter la France. Il y a des beaux paysages en France et je crois que c'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas se presser d'aller voir ailleurs. Et comme j'avais dit, toute personne qui a un billet déjà, qui a déjà son billet, doit repousser. Ça ne sert à rien de courir aussi longtemps qu'on n'est pas sécurisé à 100%. Parce que tout ce que le gouvernement nous dit, en fait, d'un côté aussi, c'est du tâtonnage. Parce qu'ils ne savent pas, on nous dit tel jour, ça va être le déconfinement, mais ils savent pas, ils n'ont pas tous les données, quoi. Donc, je crois que les vacances, passons-le ici et essayez vraiment de voir après septembre, si vous voulez aller ailleurs, il faut attendre au moins jusqu'à après septembre. Donc, il y a Barak qui propose pour tous ceux qui habitent en Essonne de visiter l'Essonne. Voilà. Non, je ne dirais pas ça. Non, visiter l'Essonne. Non, visiter la France, oui, visiter la France. L'Essonne, bon, s'il y a des belles choses à voir, oui, pourquoi pas. Mais il ne faut pas aller trop loin. Un réel plaisir. Je te réinvite très prochainement parce que je te vois, je suis ton actualité, je te vois faire des pompes, je te vois faire des abdos. Il faudrait donner des conseils à un peu tout le monde parce que je sens qu'il y a on va te reconnaître. Il y aura des transformations en termes de poids, etc. On en reparlera, on invitera des coachs. Il y aura plusieurs thématiques et puis on parlera aussi d'autres faits de société. Ok. Je dois malheureusement conclure. Merci, Maman Mireille. Merci à tous les intervenants. De rien. C'était un plaisir. En ligne qui m'avait donné la force de réaliser cette première thématique. On l'a fait ensemble. Je tiens vraiment à tous vous remercier d'avoir participé à cette émission. C'était la première et pas la dernière, j'ose le croire. J'espère que vous aussi, ça vous a plu. Démontrez-le-moi, des cœurs, des likes, des émoticônes, des réactions. Voilà, nous dire si ça vous a plu. Nous proposer des sujets de thématiques, vos questions à venir et on les lancera. Et s'il faut faire des quotidiennes un peu plus qu'une fois par semaine, on vous écoute. Donc, l'instant H est là pour vous. Merci à tout le staff technique qui m'a aidé parce que hier, il y a eu un petit couac. Normalement, ça a lieu chaque mardi à 21h, mais on a bossé toute la nuit et aujourd'hui, c'était perfecto. Donc, reculez pour mieux sauter. Merci à vous tous. Surtout, soyez prudents dans ce moment de confinement et puis courage à tous ceux qui le vivent difficilement. Pour finir, je vous invite vraiment à vous protéger, à protéger les autres, à rester chez vous et voilà, à sortir vraiment quand c'est nécessaire afin qu'on puisse sortir de cette expérience dans de bonnes conditions et au plus vite. Voilà, c'était votre humble présentatrice Miss Huguette de l'émission Instant H et je vous dis à très bientôt avec une nouvelle thématique, des nouveaux intervenants. Si vous aussi vous souhaitez participer, surtout n'hésitez pas à contacter moi par message. Je suis joignable, mon micro, mon antenne est ouverte. Ciao!